Die Fronten sind verhärtet, die Meinungen gemacht. Seit dem 7. Oktober 2023 stehen sich im Nahostkonflikt zwei Lager unversöhnlich gegenüber. Wie sprechen wir miteinander angesichts von unglaublichem menschlichem Leid und wie überwinden wir den Hass? Um darüber zu sprechen, sind wir nach Paris gereist zu einer der wichtigsten intellektuellen Stimmen Frankreichs, der Rabbinerin Delphine Horvilleur. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, Frau Horvilleur. Danke. Sagen Sie, Frau Horvilleur, was macht Ihnen derzeit denn am meisten Hoffnung? Ça dépend des jours. En fait, j'ai l'impression que l'espoir n'est pas toujours au rendez-vous. J'ai l'impression d'être une personne optimiste de nature. Et pourtant, depuis quelques semaines ou quelques mois, j'ai l'impression, comme beaucoup de gens, d'être entrée dans un tunnel un peu obscur. Alors, je pourrais dire que me donnent de l'espoir mes enfants, parfois la nouvelle génération. Parfois aussi, et c'est peut-être paradoxal, la vieille génération. J'ai l'impression que je relis aujourd'hui des livres de gens qui ont traversé des tunnels, des gens qui ont survécu à des catastrophes, des gens qui ont témoigné d'effondrements dans leur société. Je pense à des auteurs des temps passés, Stefan Zweig, Romain Gary, beaucoup d'autres qui me tiennent à cœur. Et j'ai l'impression qu'en s'accrochant au temps difficile du passé, parfois on obtient des outils pour envisager un peu de lumière à l'avenir. Spannend, also Sie beziehen Hoffnung aus der Vergangenheit und der Zukunft sozusagen und vereinen das in Ihrer Person. Sie haben ein Buch geschrieben, ein neues Buch, anlässlich des 7. Oktobers, eben dem Attentat der Hamas auf Israel. Und Sie schreiben da drin, dass dieses Attentat vermutlich eine neue Frau, aber sicher eine andere Rabbinerin aus Ihnen gemacht hat. Was heißt das genau? Oui, j'ai l'impression que quelque chose du sol qui s'est dérobé sous mes pieds après le 7 octobre m'a transformée, a transformé sans doute, et je ne suis pas la seule, la femme que je suis, la citoyenne du monde que je suis, la mère que je suis aussi, la façon dont je parle à mes enfants est sans doute un peu différente ces derniers mois. Et peut-être a fait de moi un autre rabbin, vous savez, pour remplir ma fonction, qui est une fonction pastorale, une fonction d'accompagnement, c'est ça le métier de rabbin, il faut pouvoir être suffisamment solide pour se tenir aux côtés de gens qui traversent souvent des effondrements dans leur vie, des maladies, des deuils ou qui rencontrent la mort. Et au cœur de mon métier, il y a cet accompagnement-là et j'en ai témoigné dans d'autres livres. J'ai eu l'impression ces derniers mois que mon effondrement et la conscience de ma brisure était telle, après le 7 octobre, qu'il y avait un écho très particulier entre ceux que j'accompagnais et moi, entre leur deuil et le mien. Je raconte par exemple dans le livre qu'après le 7 octobre, j'ai été contactée par une femme qui allait mourir un peu de temps après, une femme qui s'appelait Rose, qui a beaucoup compté pour moi ces derniers mois. Eine sehr schöne Geschichte, ja. Elle souffrait d'une maladie terrible, la maladie de Charcot, et elle a fait appel à moi pour ses derniers temps de vie. Et j'ai eu le sentiment que la mort qui frappait à sa porte, parce que je l'accompagnais à un moment où la mort frappait à la mienne, mais autrement, nous a permis de nous rencontrer et de dialoguer autrement. Je devais être son rabbin. D'une certaine manière, elle est devenue mon rabbin pendant les semaines d'accompagnement. Nos failles respectives sont entrées en résonance et ça m'a permis de penser encore plus à la façon dont, dans mon métier, je dois être à la fois solide et fragile, consciente de ma force et de ma stabilité, mais en même temps suffisamment consciente de ma brisure pour accompagner celle des autres. En fait, je me sens, comme beaucoup de gens aujourd'hui, particulièrement cassée. Et la question qu'on doit tous se poser, c'est qu'est-ce qu'on doit faire de ces failles, de ces faillites, de ces cassures et de ces consciences de brisure. Genau, was machen wir damit und deshalb auch, wie finden wir gemeinsam wieder ins Gespräch? Und das ist etwas, das Sie stark beschäftigt in diesem Buch, weil Sie beschreiben das Gefühl, dass es beinahe unmöglich wurde, miteinander zu sprechen, auch die richtigen Worte zu finden. Und ich zitiere Sie gerne ganz kurz, in Zeiten des Krieges zu sprechen, ist beinahe eine unmögliche Mission, sagen Sie. Was würden Sie denn sagen, macht die Verständigung so unheimlich schwierig? Le propre d'un temps de guerre, c'est vrai dans tous les conflits, les spécialistes de la guerre le savent, c'est que la première chose qu'on bombarde, c'est les ponts. En fait, quand on est en temps de guerre, on construit des murs de plus en plus hauts, de plus en plus solides, et on bombarde non seulement les ponts physiquement, ce qui fait lien entre des mondes, mais généralement on s'attaque tout de suite aux gens
qui se spécialisent dans la construction de ponts, des gens qui ont comme ambition de tisser des liens avec l'autre, avec l'altérité. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti très fortement après le 7 octobre, qu'on visait d'abord et avant tout des gens qui auraient pu permettre le dialogue. D'ailleurs, regardez qui sont les gens qui ont été tués le 7 octobre en Israël. Tous ces gens qui vivaient dans les kibboutz du sud d'Israël sont les véritables constructeurs, bâtisseurs de la paix. Ce sont les gens qui sont les vrais héritiers d'Yitzhak Rabin, ce Premier ministre qui cherchait à faire la paix dans les années 90. C'est le camp de la paix israélien. On s'en prend toujours d'abord et avant tout aux gens qui pourraient permettre le dialogue. Dialoguer en temps de paix est quelque chose de très difficile. Ce que j'ai voulu écrire dans le livre, c'est une réflexion aussi sur le langage. J'ai senti après le 7 octobre que c'est pas seulement nos consciences et nos corps qui en prenaient un coup, mais aussi nos mots. Il y a quelque chose dans le langage qui est devenu empêché dans notre parole et qui continue de l'être aujourd'hui. Moi, j'ai été troublée de constater après le 7 octobre que moi-même, je ne trouvais plus les mots. Je ne savais plus quels mots utiliser pour parler à ma communauté, pour parler à mes enfants. J'accueillais très très mal les mots qui m'étaient adressés parce que souvent, les gens me parlaient et utilisaient des mots erronés. Il y avait parfois un langage soit faux ou soit quasiment obscène qui m'était adressé. Par exemple, dans le livre, je m'intéresse particulièrement à la problématique du « mais ». M-A-I-S dans le langage, le fait qu'il y ait tellement de gens, tout à coup, après ce drame, qui vous disent ou qui osent vous dire oui, il s'est passé quelque chose d'horrible le 7 octobre, voilà, des enfants meurent à Gaza, mais on utilise des gens comme boucliers humains, mais des femmes ont été violées, mais comme s'il fallait relativiser le drame vécu sur place, comme s'il fallait lui trouver une contextualisation historique ou une excuse, alors que le temps et reste encore aujourd'hui à la pleine empathie avec la douleur des uns et avec la douleur des autres. Et j'ai eu envie, mais c'est difficile à faire, de substituer au « mais » des « et », E-T, être capable d'entendre la douleur des uns et des autres. Die verbindende Schnittstelle auch. Ich würde gerne zuerst, bevor wir über diese Sprachlosigkeit, die Sie jetzt andeuten, eingehen, noch ein bisschen bei diesem Thema Hass bleiben und eben auf diese trennende Elemente, wie Sie jetzt gesagt haben, oder die Brückenbauer, die auch teilweise ihr Leben verloren haben, gerade in diesem Konflikt. Weil das Buch beginnt mit einer Widmung, und zwar an all jene Menschen, die sich erheben und eine Kerze sind, die im Dunkeln des Hasses sind. Eine Kerze im Dunkeln des Hasses. Und ich habe mich dann gefragt, welche Menschen sind das genau für Delphine Orvilleur? Alors, ce livre, il commence à la fois par une invitation à beaucoup de gens à tenter d'être de la lumière dans l'obscurité ou une bougie dans le noir, mais en fait, ces mots, ce ne sont pas les miens. C'est des mots que j'ai empruntés à un poète palestinien que je cite, qui s'appelle Mahmoud Darwish, qui est un poète extraordinaire dont certains ont voulu faire dans l'histoire un porte-parole de la cause palestinienne, mais en fait, lui, je pense, aurait refusé, et l'a dit à plusieurs reprises, d'être transformé en porte-parole de la cause palestinienne. Mahmoud Darwish, comme beaucoup de poètes, est un porte-parole de la cause humaine. Et j'ai voulu envelopper le livre de paroles de poésie. Il y a la poésie de Mahmoud Darwish qui ouvre le livre, et il y a la poésie de Yehuda Amichai, qui est un poète israélien qui conclut le livre, parce que je crois peut-être plus que jamais au pouvoir des mots. Et quand on croit au pouvoir des mots pour nous apaiser, en fait, on croit que ceux qui le détiennent particulièrement, c'est les poètes. En fait, ça peut sembler naïf ou un petit peu niais de parler de poésie dans ce contexte de mort absolue autour de nous. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut peut-être plus que jamais aller puiser du côté de la poésie, des gens qui croient que nos mots peuvent changer le monde. Moi, j'ai la conviction, c'est peut-être ma religion à moi, qu'avec les mots, on peut construire des mondes. Avec les mots, on peut assassiner des mondes, on peut détruire un univers. Mais avec des mots, quand on les laisse agrandir le réel, ce que savent faire les poètes mieux que personne, eh bien, il existe une possibilité de croire encore à l'avenir et d'être précisément des lueurs dans l'obscurité. Mais c'est difficile à faire quand il fait tellement noir. C'est difficile à faire quand on n'arrive plus à se parler, quand on ne veut plus se parler et quand on ne veut plus parler qu'à des gens qui pensent exactement comme nous. Les réseaux sociaux ne nous aident pas. Les réseaux sociaux, évidemment, nous enferment encore un peu plus dans un monde où on est en contact qu'avec des gens qui pensent comme nous, qui voient comme nous, qui votent comme nous, qui lisent comme nous, alors que précisément, il faudrait être capable
un instant d'opérer un petit déplacement, d'être dans une véritable empathie. C'est quoi l'empathie? C'est la capacité à se mettre à la place d'un autre qui n'a pas la même expérience, qui ne vit pas ce que nous vivons, qui n'a pas le même regard sur une situation. Et ce déplacement empathique est ce qui fait faillite aujourd'hui dans nos sociétés. Das finde ich sehr interessant. Ich frage mich nämlich immer, wie kommt es so weit, dass gewisse Menschen sich dafür entscheiden, sozusagen in diesen Echokammern zu leben und andere sich gegen diesen Hass wehren können, wie zum Beispiel Sie, wie zum Beispiel diese beiden Dichter. Wie wehren Sie sich selber gegen diesen Hass, gegen diese einschränkende Meinung? Je ne sais pas si j'y arrive. J'aimerais pouvoir vous dire que je trouve une solution pour m'en protéger, mais en fait, je vois comment moi-même, par moments, cette haine, elle menace de me défigurer. J'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup d'amis depuis le 7 octobre, qu'il y a des gens qui m'étaient chers, avec qui je pensais avoir une conversation avancée, sereine, ouverte. Et cette conversation, elle est devenue difficile, voire impossible. Et pourtant, j'ai décidé, mais consciemment, et ça demande un effort, de ne pas renoncer. Par exemple, j'ai décidé que ma maison resterait ouverte, que ma synagogue resterait ouverte, que ma table familiale resterait ouverte. J'ai pris la décision très consciente avec mes enfants et je leur ai dit que tous les vendredis soirs, les soirs de Shabbat, où nous sommes réunis en famille, j'inviterai plein de gens autour de la table, y compris des gens avec qui on n'est pas nécessairement d'accord. Évidemment, pas que des personnes juives, des personnes chrétiennes, musulmanes, athées. Enfin, notre table reste ouverte à ce dialogue, à cette conversation. Et j'ai été obligée de me poser la question, qui est une question politique essentielle, avec qui, qu'on peut résumer ainsi, avec qui on ne peut plus parler, avec qui on ne doit plus parler, parce qu'il ne faut pas être naïf. Dans un temps comme celui-là, de polarisation, à un moment donné, il faut accepter qu'il y a des gens qui passent une ligne, une ligne morale, et que continuer à dialoguer avec eux constitue une compromission morale. Et moi, je me suis fixé un principe, qui est un principe pas très ambitieux, hein, qui reste le mien aujourd'hui. C'est que je parle à tout le monde à condition que l'autre ne piétine pas mon droit à l'existence. Ça peut sembler minimal. Das ist die Grenze der Toleranz sozusagen dann. Oui, il y a un moment donné où la conversation n'est pas possible si la position de l'autre, c'est que vous n'avez pas le droit d'exister. Et malheureusement, on pourrait se dire que c'est minimaliste, que selon ce critère, on pourra continuer à parler à tout le monde. Mais malheureusement, non. Aujourd'hui, on le voit bien. Il y a des gens qui, face à ce conflit, à la façon dont il nourrit les haines et les passions ici, à des milliers de kilomètres, en fait, dans leur discours, nient votre droit à l'existence. Vous voyez, quand, par exemple, certains slogans qui ont été lancés dans des manifestations. Vous voyez typiquement le slogan « From the river to the sea ». Palestine will be free. Que des jeunes qui bien souvent ne connaissent rien à l'histoire de cette région, à ses stratifications et ses sédimentations historiques, n'ont aucune culture historique ou géographique de ce conflit, hurlent et répètent ce slogan, n'entendent-ils pas que ce slogan est un appel à l'extinction de l'autre, est une forme de nettoyage, je ne sais pas, ethnique de tout un peuple. Israël existe. Vous pouvez lui reprocher plein de choses. Vous pouvez reprocher plein de choses à sa politique. Vous pouvez remettre en question sa réponse militaire. Tout ça est non seulement légitime, mais nécessaire dans la conversation. Mais from the river to the sea, entre la rivière et la mer, il existe aujourd'hui dans cette région un État qui s'appelle l'État d'Israël, dans lequel vivent des millions de personnes, juives et non juives. Bien évidemment qu'il faut une solution politique, qu'il faut une détermination pour les Palestiniens, mais appeler à ce que cette zone soit libérée. Libérée de quoi? Libérée d'un État juif, libérée d'une présence juive, est une négation de la légitimité d'Israël à exister. Ich sehe das absolut, was Sie gerade sagen. Ich würde aber gerne noch mal kurz auf die Worte von Mahmoud Darwish zurückkommen, auf dieses Licht im Dunkeln des Hasses. Weil ich habe mich gefragt, ob es denn eigentlich so ist, dass Hass immer den Horizont verdunkelt und ob es nicht auch solchen Hass gibt, der uns klarer blicken lässt, gerade angesichts eben dessen, was derzeit im Nahen Osten geschieht, das unfassbare Leid dieser Menschen dort. Ob es auch sein kann, dass uns eine gewisse Form von Hass auch zu Gerechtigkeit zwingt, zum Beispiel. Je crois que la haine, elle est naturelle. Tout le monde la ressent à un moment donné de son existence. La haine, le sentiment d'injustice, la rage, la colère qui vont de pair avec la tristesse. Et effectivement, il y a tellement de douleurs dans cette région du monde, tellement d'injustice, tellement de deuil qui se superposent et qui sont d'une complexité incroyable qu'on ne pourrait pas simplement se tenir à distance et s'imaginer qu'en apaisant toute émotion, on va trouver
trouver une solution. Et pourtant, il faut se méfier des moments où la haine nous pousse à une simplification du débat, nous pousse à nous imaginer qu'on va abracadabra trouver une solution qui serait tellement simple. Moi, ce qui m'étonne dans la façon dont on conçoit ce conflit ici, c'est qu'il y a une fâcheuse tendance au manichéisme, c'est-à-dire à raconter cette histoire comme s'il y avait des gentils et des méchants, et des forts et des faibles, et des puissants et des vulnérables. Et en fait, ce dualisme, il est haïssable. Voilà. Moi, je pense que s'il faut haïr quelque chose, c'est tous ces récits qui nous racontent le Proche-Orient comme s'il s'agissait, dans le meilleur des cas, d'un match de foot où nous, à des milliers de kilomètres, on serait installés dans les gradins pour balancer des pop-corn ou jeter notre rage contre une équipe ou contre une autre, ou alors comme un western, encore une fois, avec une vision manichéenne qui n'est pas la réalité historique de ce conflit. Évidemment qu'il faut aspirer à la paix, évidemment qu'il faut aspirer à la justice. Il faut aussi savoir que dans cette région du monde, la justice ne sera jamais parfaite parce que la solution de paix qui un jour, je l'espère, sera trouvée et qui, je l'espère, sera celle de deux États qui vivent ensemble, côte à côte, eh bien, va forcément reposer sur une forme d'injustice faite aux uns ou aux autres, ou en tout cas une solution qui sera perçue par certains acteurs de la région comme injuste à leur égard. On n'arrivera pas à une justice parfaite, de la même manière qu'on ne fera pas revenir les descendants de centaines de milliers de déplacés de cette région. En fait, l'histoire avance ainsi et les paix se font ainsi, et on le sait à l'échelle de l'histoire humaine, la paix se trouve toujours quand on arrive à une forme de compromis, oui, de compromis qui est toujours partiellement injuste. Donc je pense que s'il faut cultiver une haine, c'est cultiver la haine de la simplification niaise, cultiver une haine du manichéisme qui nous enferme encore un peu plus dans une rage insoluble. Ja, genau. Also spannend ist es ja, dass es ja auch andere Konflikte gibt, wo man sagen könnte, das wurde irgendwann produktiv genutzt, so wie Sie jetzt auch beschrieben haben. Denken wir zum Beispiel an den Religionskonflikt in Nordirland oder an die Gerechtigkeits- oder Versöhnungskomitees zum Beispiel in Südafrika. Da wurde ja irgendwann etwas Produktives, nachdem unglaublich viel Leid geschehen ist. Oui. Je profite du fait que vous parliez d'autres conflits pour aussi pointer cela. Il n'y a aucun autre conflit aujourd'hui qui déclenche cette passion. Vous faites référence à des conflits du passé pour lesquels, heureusement, on a trouvé une modalité de résolution. Mais on sait qu'il y a aussi beaucoup de conflits dans le monde sur lesquels aujourd'hui, on n'a aucune voie de résolution. Des conflits dans le monde qui sont, et c'est terrible à dire, beaucoup plus sanglants et beaucoup plus meurtriers que le conflit du Proche-Orient, qui est, à l'échelle des conflits internationaux, un petit conflit, un conflit territorial, un conflit qui n'est pas si ancien que ça à l'échelle de l'histoire. Et c'est troublant de voir, et ça relève pratiquement d'un questionnement psychanalytique, qu'est-ce qui fait que ce conflit-là déclenche des haines ou des passions ou une volonté de tellement d'acteurs, non seulement sur le terrain, mais à distance, d'avoir des solutions impitoyables ou de vouloir éradiquer un autre. Was ist Ihre Erklärung, weshalb gerade dieser Konflikt so die Gemüter aufheizen kann? Moi, je pense que est en jeu, de façon consciente ou inconsciente, et c'est ce qui est encore plus troublant dans ce conflit, des éléments qui sont à la fois psychanalytiques et parfois théologiques, liés aux religions. En fait, c'est un conflit territorial, donc on pourrait le percevoir comme un simple conflit politique, comme il en existe tant d'autres, non seulement pas plus meurtriers, mais parfois moins meurtriers que d'autres. Et en disant ça, je ne suis pas en train de relativiser la souffrance palestinienne, la souffrance israélienne et les dizaines de milliers de morts qu'il y a sur le terrain. Mais ce n'est pas le pire conflit en termes assassins de la planète aujourd'hui. Mais il met en jeu des éléments, je crois, on le voit, psychanalytiques, historiques et théologiques qui sont uniques. Vous voyez par exemple la façon dont ce conflit, tellement vite, quand on y fait référence, vous pouvez pratiquement prendre votre montre et compter en combien de secondes votre interlocuteur va faire ce qu'on appelle un point Godwin. Vous savez, cette façon de faire référence au nazisme, au Troisième Reich, à Hitler, out of context, c'est-à-dire que vraiment, il faut absolument greffer des éléments d'un passé européen ou d'un passé colonialiste ou d'un passé génocidaire de l'Europe pour, l'importer dans le conflit israélo-palestinien où cela n'a rien à faire. C'est-à-dire qu'il y a une décontextualisation qui en fait vient raconter des éléments de nos fantômes, de nos démons occidentaux qu'il faudrait à
tout prix greffer sur ce conflit. Et voilà comment, pour critiquer la politique israélienne, immédiatement il va s'agir de nazifier un dirigeant israélien, alors qu'aucun autre dirigeant sur la planète qui mènerait une politique ultranationaliste criminelle ne serait traité de nazi, ou en tout cas pas à cette vitesse. Il s'agit immédiatement de définir la bande de Gaza comme un camp de concentration. Il s'agit immédiatement de solliciter des mots d'un génocide, alors même que la Cour pénale internationale n'est pas allée dans cette direction, en tout cas n'a pas validé la demande de l'Afrique du Sud pour qualifier ce qui se passe à Gaza de génocide. C'est troublant, comme il faut à tout prix importer ça. Et ça raconte psychanalytiquement que ce qui est en jeu au Proche-Orient n'est pas le Proche-Orient, mais une sorte d'inconscient partagé dans le monde par beaucoup de gens, une volonté de reconvoquer dans le débat des fantômes et des démons qui viennent de nos consciences, qui viennent d'ailleurs. Et puis, j'ajouterais qu'il y a évidemment un élément théologique, un élément religieux. Je pense que Mahmoud Darwish le disait très très bien, je le cite dans le livre, Mahmoud Darwish disait aux Israéliens « Heureusement que vous, les Juifs, vous êtes nos ennemis, parce que sinon, nous, les Palestiniens, si on combattait des Pakistanais ou d'autres gens, personne n'aurait entendu parler de nous. » Le fait qu'il y ait des Juifs en jeu, le fait que Juifs et Israéliens soient deux vocables qui soient venus se percuter pour beaucoup de gens, le fait que, par exemple, ici, à des milliers de kilomètres, on s'en prenne aux Juifs pour une politique menée par un État, l'État d'Israël. Donc, d'une certaine manière, on s'en prend à des gens qui, du point de vue de leur nationalité, n'ont rien à voir avec ce qui se passe au Proche-Orient. Raconte que le vocable juif, et derrière ça, évidemment, l'histoire de l'antisémitisme, y compris l'histoire religieuse de l'antisémitisme, l'histoire théologique de la haine des Juifs, est venue percuter pas mal d'inconscients. Es ist spannend, was Sie da aufzählen. Ich glaube, was man ja merkt von dieser Dynamik ist, dass seit dem 7. Oktober tatsächlich auch die antisemitischen Übergriffe extrem zugenommen haben. Nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa. Gleichzeitig sieht man, speziell in den USA, aber auch hierzulande, Protestcamps gegen eben diese israelische Politik. Wie Sie gesagt haben, man spricht von Genozid und so weiter. Und ich habe mich dann schon gefragt, genau wenn Sie das ja alles so beobachten und hier Rabbinerin sind einer liberalen Gemeinde in Frankreich, was macht Ihnen derzeit am meisten Angst? Ich meine, letztlich ist es ja existenzbedrohlich auch. Oui, mais ce qui est fou surtout, c'est que ce 7 octobre qui aurait dû déclencher une vague d'empathie et a déclenché en fait une vague d'animosité et a encore un peu plus ouvert les vannes de la haine anti-juive qui n'ont pas attendu le 7 octobre pour ressurgir et couler à flot dans nos sociétés. On se parle ici à Paris, on pourrait citer ces dernières années bien des dates d'événements qui se sont produits en France et qui racontent le flot de la haine anti-juive qui se déverse. 2006, l'assassinat d'Ilan Halimi, un jeune juif kidnappé, torturé et assassiné dans une banlieue à côté de Paris. 2012, des enfants juifs assassinés à bout portant dans une école à Toulouse. 2015, l'hypercachère et des juifs qui font leurs courses dans un supermarché assassinés. Et encore tant d'événements, je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais qui racontent à quel point la haine des juifs, on pourrait dire, a fait son retour, mais peut-être n'a en réalité jamais quitté les consciences et le terrain. En fait, ce qu'on sait de cette haine des Juifs, c'est que, en fait, peu importe ce que les Juifs font, peu importe ce que les Juifs disent, peu importe ce que les Juifs sont, représentent, pensent, cette haine des Juifs ne dit rien des Juifs jamais dans une société. Elle dit tout d'un état du monde. Ça a été vrai tout au long de l'histoire. C'est intéressant aujourd'hui parce que, d'une certaine manière, aujourd'hui, on en veut à certains Juifs parce qu'ils seraient sionistes, c'est-à-dire parce qu'ils auraient une revendication territoriale, la volonté d'avoir une souveraineté, de pouvoir se défendre ou d'avoir une armée. Mais précisément, au siècle dernier, on leur en voulait et on les attaquait pour l'inverse. On les en voulait parce qu'ils étaient trop faibles, parce qu'ils n'étaient pas comme les autres et n'avaient pas de pays de souveraineté, et parce qu'ils n'avaient pas d'armée pour se défendre. On le voit bien, on a toujours reproché aux Juifs dans l'histoire tout et son contraire. On leur a reproché d'être trop bolcheviques, trop capitalistes, trop riches, trop pauvres, de ne pas suivre le système. Sie müssen einfach immer wieder hinhalten für ein gewisses Feindbild, verstehe ich daraus. Ich möchte das aber noch einen gewissen Punkt hinführen, weil Sie haben es zu Beginn des Gesprächs auch gesagt, Sie sind auch Mutter. Sie haben 3 Kinder und im Buch erzählen Sie, wie Sie nach dem 7. Oktober plötzlich bei Ihrem Sohn beim Fußballspiel die Kette sehen, den Davidstern, und merken, das ist gefährlich. Und Sie sagen ihm, bitten ihn, dass er diese Kette ausziehen soll.
Oui, c'était difficile pour moi de raconter cet épisode dans le livre parce qu'il m'a troublée moi-même. Le lendemain du 7 octobre, donc on était un dimanche, le 8 octobre, mon fils, comme chaque dimanche, est parti jouer au foot. Il m'a envoyé cette vidéo de lui marquant un but. Et moi, la seule chose que j'ai vue sur cette vidéo, c'était j'ai vu virevolter sa petite étoile de David à côté de son cou. Et j'ai été prise d'un moment de panique. Et en rentrant à la maison, je lui ai dit... J'aimerais bien que pendant quelques semaines, tu enlèves cette Magen David, cette étoile de David. Et il m'a dit, maman, pas question. J'étais à la fois très fière de sa réaction et en même temps, j'ai senti que montait en moi une angoisse qui venait des profondeurs de l'histoire, une angoisse presque intergénérationnelle, de quelque chose qui était dans ma conscience ou pesait sur mes épaules, comme si j'étais soudain héritière de tous ces moments de l'histoire où des mères juives avaient eu à trembler pour leurs enfants. Et je me suis dit qu'on n'était pas sorti de ce moment-là et que sans doute on n'en sortirait pas. Mais vous voyez, je l'ai raconté dans le livre, comme j'ai raconté ce par quoi j'ai dû passer ces derniers mois, comme juive française, la police qui vient me demander d'enlever mon nom sur la boîte aux lettres, qui me conseille de changer de nom quand je commande au restaurant, qui me met en garde sur une routine quotidienne, ma synagogue qui est protégée, des angoisses des parents, des enfants qui la fréquentent, enfin tout ce qui est devenu mon quotidien, ma normalité pas juste de rabbin, mais de femme juive française. Quand j'en parle et que je le raconte, c'est pas pour que vous me plaigniez, c'est pas pour qu'on fasse une compétition victimaire où on essaierait de déterminer est-ce que j'ai plus souffert que quelqu'un d'autre. Il y a plein de gens qui souffrent dans notre société, évidemment, et l'idée n'est pas de faire une compétition. Mais quand j'en témoigne, comme citoyenne française, il y a des gens qui immédiatement me disent oui, il n'y a pas que vous qui souffrez, ou alors quid de la souffrance des Palestiniens. Mais ce qui est surréaliste comme réponse, comme si ce qui se passe au Proche-Orient, d'abord comme si je n'étais pas sensible à cette souffrance du Proche-Orient, comme si la souffrance palestinienne était la seule qui valait d'être racontée, ou alors comme si cette souffrance-là justifiait que mes enfants ou moi soyons sous protection policière. Ça n'a aucun sens. Donc aujourd'hui, la capacité empathique dont je parle et à laquelle j'appelle, c'est pas une invitation à ce que les gens simplement aient pitié de moi ou me voient comme une victime. Non. Es ist ja nicht ein Empathiewettbewerb, das ist ja absurd, letztlich, wie Sie sagen, genau. Mögen Sie noch etwas dazu sagen, weshalb Ihr Sohn sich weigerte, die Kette auszuziehen? Je sais pas, il faudrait lui demander d'abord, mais je pense que mon fils fait surtout partie d'une génération qui est donc celle qui vient tout de suite après la mienne et qui est enfant de nos certitudes et de notre sécurité. En fait, j'ai le sentiment que moi qui ai grandi en France dans les années 80 et 90, j'ai cru pendant très longtemps que nous étions en sécurité, qu'en réalité la proximité de la catastrophe, de la Shoah, avait créé une conscience historique dans la société européenne ou dans le monde qui nous mettait à l'abri d'une certaine manière, qui nous immunisait contre ces haines qui surgissent du passé. Je me suis crue très à l'abri. Alors bien entendu, cette certitude et cette sécurité a été très ébranlée ces dernières années. Mais j'ai quand même le sentiment que j'ai élevé mes enfants dans la conscience qu'ils pourraient sereinement être qui ils sont, mais dans la diversité de leurs ancrages. Mes enfants ne sont pas que des enfants juifs, ils sont des enfants parisiens, des enfants qui ont vécu à l'étranger, des enfants qui font du foot, des enfants qui vont dans des écoles publiques, des enfants qui ont des identités complexes, protéiformes, comme des millefeuilles qui les racontent. Et je comprends que mon fils ne comprenne pas qu'on lui demande d'évacuer ou de cacher un élément simple de qui il est. Das nur ein Teil seiner Identität ausmacht. Ja. Oui, il est juif et plein d'autres choses, de la même manière que je n'ai pas arrêté de dire ces dernières années que j'étais juive et plein d'autres choses encore. Et en fait, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est comme si une partie de votre identité prenait toute la place, que le monde exigeait de vous que vous ne soyez plus que juif et rien d'autre. Et ça m'est arrivé encore plus depuis le 8 octobre, qu'on m'enferme dans cette identité, que je doive en rendre des comptes, ou pire encore, rendre des comptes de ce que serait la politique d'un État au Proche-Orient. En fait, tout à coup, des éléments de vous-même prennent toute la place, alors que, plus que jamais, il faudrait être dans la construction d'identités complexes. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus de place pour la nuance, il n'y a plus de place pour la complexité. On demande de vous d'être un petit bout de vous, et au choix,
celui qui domine ou celui qui est dominé, au choix celui qui a souffert ou celui qui fait souffrir. Also eigentlich auch wieder in solchen Dualismen ohne wirklich die nötige Differenzierung. Sie haben jetzt gesagt, Sie sind in den 80er, 90er Jahren aufgewachsen. Sie waren selbst in den 90er Jahren in Jerusalem. Sie haben dort Medizin zu studieren begonnen. Und dann 1995 waren Sie auch an dieser Friedenskundgebung, wo eben Premierminister Yitzhak Rabin dort war, eine Rede gehalten hat und kurz danach ermordet wurde. Wir haben ein Zeitzeugnis dabei. Es war eine große Bestürzung danach im Land. Heute Punkt 2 Uhr. Jerusalem steht still. Die Sirenen läuten 2 Schweigeminuten ein. Noch heute, 2 Tage nach dem Mord an Regierungschef Rabin, ist die ganze Stadt, ist das ganze Land noch benommen. Hunderttausende, manche sprechen von 1 Million, säumen die Straßen zum Friedhof, der für die offiziellen Gäste abgeriegelt ist. Von überall her sind sie gekommen, um sich von Rabin zu verabschieden. Ihre Präsenz ist aber auch ein spätes Votum für den Friedensprozess. Wir haben einen großen Führer verloren, meint diese junge Frau, der viel für den Frieden getan hat. Jetzt müssen alle Israelis, Linke und Rechte, zusammenhalten. Wenn wir das nicht tun, wird es nur Verlierer geben. Zur gleichen Zeit in Ostjerusalem, im palästinensischen Teil der Stadt. Wie überall wimmelt es auch hier von Sicherheitskräften. Es gilt Unruhen oder gar Terrorakte zu verhindern. Gerade heute wäre jede Art von Gewalt aber mehr als fatal. Doch die Stimmung ist außerordentlich friedlich. Auch viele Palästinenser sind traurig. Rabin ist jetzt bei Gott, er war ein guter Mensch. Und in diesem Ostjerusalemer Elektrofachgeschäft sind alle Fernsehapparate auf die Übertragung der Zeremonie eingestellt. Was denken die Palästinenser beim Anblick dieser Bilder? Wir brauchen den Frieden. Israelis und Palästinenser wollen Frieden. Und Rabin war der Mann, der diesen Weg eingeschlagen hat. Später am Nachmittag, Rabin ist beigesetzt. Doch viele Menschen bleiben in der Umgebung des Friedhofs. Die prominenten Besucher hingegen brechen auf. Viele fliegen noch heute Abend zurück. Herr Bundeskanzler, wie haben Sie die Beerdigung erlebt? Mit großer Bewegung. Es ist ein schlimmer Tag. Ich kann nur hoffen und beten, dass das, was Yitzhak Rabin wollte, wofür er ja gestorben ist, Frieden, endlich Frieden in dieser Region, dass das dennoch Wirklichkeit wird. Es ist nun fast 30 Jahre her. Man war damals eigentlich sicher, dass der Frieden kurz bevorstand. Was ist aus diesem Traum geworden? Il s'est endormi, pourtant il semblait tellement réel. En regardant les images, non seulement je m'en souviens, mais moi j'habitais sur cette rue que l'on voit dans le reportage. Mon appartement était sur la route qui mène vers le cimetière militaire et national où Rabin a été enterré. Donc je voyais défiler ce jour-là toutes les voitures officielles. Avec un sentiment très clair que ces chefs d'État venaient pas seulement enterrer un Premier ministre, ils venaient enterrer un processus de paix. Quelque chose était en train de s'effondrer. On y avait cru, et puis tout s'effondrait. Dans la foulée, le terrorisme du Hamas explosait, les bus à Jérusalem explosaient semaine après semaine, et quelques mois plus tard, on s'en souvient, Benjamin Netanyahu est arrivé au pouvoir. C'était pas malheureusement si surprenant que ça. Dans la foulée, c'était la fin des espoirs. On s'est tous demandé si on avait été trop naïfs. C'est une question que je n'arrête pas de me poser depuis. On était tellement sûrs que la paix était à portée de main, et en fait pas du tout. On plongeait dans l'obscurité. Parfois, paradoxalement, cette pensée me donne de l'espoir. Ça peut sembler étrange, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, aux antipodes, on est tellement loin de la paix que peut-être que paradoxalement, c'est là qu'elle pourrait venir. On en était tout près, et en fait, elle était à des années-lumière dans les années 90. Peut-être aujourd'hui, on a le sentiment qu'elle est inatteignable, pourrait surgir comme du fond du tunnel, une petite obscurité qui passerait évidemment, je pense que c'est indéniable, par un changement de leadership de part et d'autre, un changement de culture politique au Proche-Orient, l'émergence d'une nouvelle génération. Peut-être quelque chose pourrait arriver, mais je doute que ma génération ou même que celle de mes enfants le voient. Mais c'est important de revoir ces images parce que
j'ai souvent l'impression que ceux qui manifestent aujourd'hui et qui hurlent souvent avec rage dans nos rues n'ont jamais vu ces images, ne savent pas ce qu'ont été les tentatives de paix, ce qu'ont été le courage et la détermination de ceux, et notamment d'Yitzhak Rabin, qui ont voulu apporter la paix. La plupart des gens qui manifestent aujourd'hui, cette jeunesse est née après et se raconte, encore une fois, une histoire fausse, une histoire tellement simplifiée de projets colonial, de places qui n'auraient jamais été faites à l'autre dans le débat. Non, les années 90 témoignent d'autre chose. Il faut simplement trouver comment on ressuscite cet espoir. Man muss dazu vielleicht noch sagen, das war ja ein rechtsradikaler jüdischer Extremist, der Rabin ermordet hat. Das war nicht jemand von der palästinensischen Seite. Sie sind danach auch wieder zurück nach Frankreich gereist. Ist es richtig interpretiert, dass Sie damals eigentlich auch aus einer verlorenen Hoffnung zurückgegangen sind? Sie waren ja auch Teil der Friedensbewegung, haben sich sehr stark eben auch für eine Zwei-Staaten-Lösung und für die Anerkennung der Rechte der PalästinenserInnen eingesetzt. Quand je vivais en Israël, oui, c'était véritablement le monde dans lequel j'évoluais. C'était vraiment un autre temps, les années 70. J'étais membre de Mouvement pour la paix, très engagée dans le dialogue judéo-arabe. Je le suis restée, mais bien sûr autrement. Après, l'histoire a pris un autre chemin. Quand je suis rentrée en France, je suis devenue journaliste. J'ai complètement changé de voie à cette époque et je suis retournée sur le terrain au Proche-Orient. J'ai retrouvé le Proche-Orient en fait quelques années plus tard, les années 2000, explosion de la deuxième intifada. On est dans un autre temps de l'histoire et un nouveau moment de désespoir qui nous enveloppe. Je me souviens de couvrir comme journaliste l'actualité dans les années 2000, le moment, encore une fois, d'une déflagration de violence multidirectionnelle, où on se sent complètement impuissant. Und in solchen Momenten dann jeweils auch, gerade wenn Sie jetzt sagen, Sie sind dann Journalistin geworden, aber jetzt auch als Rabbinerin, in solchen Momenten die richtigen Worte zu finden, überhaupt die richtige Sprache zu finden, das ist etwas unheimlich Schwieriges. Und Ludwig Wittgenstein, der österreichische Philosoph, endet sein Tractatus Logico-Philosophicus mit dem Satz, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Sie haben mich gefragt, was ist denn Ihrer Erfahrung nach eigentlich die Grenze der Sprache? Wo erreicht sie ihre Grenze? En fait, le langage atteint vite ses limites parce qu'il est limité par définition. Mais en fait, pour autant, on n'a pas d'autre outil que lui. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais renoncer. Il faut toujours s'efforcer de poursuivre la conversation. Vous voyez, les limites du langage, j'en fais l'expérience constante quand je fais du dialogue interreligieux, qui est aussi une partie de mon travail de rabbin. Je rencontre très souvent des chrétiens, des musulmans, pour parler de nos différences de vision religieuses. Heureusement, pas pour parler uniquement du Proche-Orient et de ses drames, mais aussi pour parler simplement de nos incompréhensions. Quand on fait du dialogue interreligieux, on voit très vite que ce qui est compliqué, c'est que, bien entendu, le dialogue interreligieux, quand il reste au niveau des banalités, tout le monde, il est gentil, la paix, c'est bien, la guerre, c'est mal. Alors, on va nulle part, en fait. C'est gentillet, mais on va nulle part. Le dialogue interreligieux, il devient intéressant quand on comprend qu'on ne se comprend pas. Quand on accepte que les mots qu'on utilise, les mots que ma bouche utilise, ne sont pas ceux que votre oreille entend. Mais qu'il y a comme une distance infinie qui perturbe la compréhension, qui crée constamment du malentendu. C'est intéressant parce que là, on se parle dans des langues différentes grâce à une traductrice. Mais en fait, par définition, on le sait, la traduction n'est jamais parfaite. Et il y a forcément dans notre conversation du malentendu. Mais c'est ce qui nous permet de nous mettre en chemin l'une vers l'autre. On n'est pas sûr de complètement se comprendre. Et en fait, dans le dialogue interreligieux, il y a cet élément très fort. Par exemple, quand je dialogue avec des chrétiens et qu'ils me parlent de foi, moi qui suis juive, je ne comprends pas exactement ce qu'ils veulent dire, parce que ce mot ne fait pas partie de ma rhétorique à moi de pensée juive. Quand moi, juive, je parle de commandement. Je sais bien que mon interlocuteur, chrétien ou musulman, ne comprend pas exactement ce que je veux dire. Quand un musulman me parle de soumission, je ne comprends pas précisément ce qu'il entend par ce mot-là. Et donc, il faut tout le temps opérer une traduction qui est source
de malentendus et qui nous oblige à affiner, à peaufiner notre langage. Et tous les conflits naissent de là. En fait, notre langage est limité, notre compréhension est limitée, mais on n'a pas d'autre outil que celle-là. Es ist spannend, weil Sie in diesem Buch ja auch darüber nachdenken, eben, wie kann man denn eigentlich noch sprechen oder welche Worte gibt es noch, um gewissen Schmerz auch mitzuteilen? Und da sprechen Sie irgendwann vom Jiddischen oder Sie verwenden das Jiddische immer wieder, die Sprache auch Ihrer Großeltern. Weshalb ausgerechnet diese Sprache? Pour moi, le yiddish, c'est la langue cassée par excellence. Alors je sais bien que cette langue, elle a une grammaire, des mots comme bien d'autres langues, sa richesse, mais la façon dont elle s'est transmise, parce qu'elle est un agrégat, une sédimentation, elle est enrichie des rencontres qu'elle a fait avec le russe, avec l'allemand, avec des éléments de français, des éléments d'hébreu. Vous savez, il y a dans le yiddish une espèce de combinaison, comme il y a dans beaucoup d'autres langues, mais peut-être encore plus dans le yiddish, il y a un agrégat de sédimentation historique, de cassure, de rencontre avec l'altérité. Et donc le yiddish se fait très souvent témoin de deuil passé. En tout cas, dans l'histoire de ma famille, c'est une langue du deuil qui parfois a recours à l'humour, parce que dans yiddish, il y a beaucoup d'expressions humoristiques, il y a beaucoup de jeux de mots, c'est chargé d'humour juif. Mais l'humour juif, c'est un humour de désespérés, c'est un humour de gens qui ont eu à traverser des tragédies et qui se disent qu'ils vont tenter de s'en relever. Et le langage et l'humour et les jeux de mots sont des tentatives de résilience face à la tragédie. Et c'est vrai que cette langue avec laquelle j'ai partiellement grandi, mes grands-parents la parlaient, je la comprenais pas vraiment. Elle s'immisçait dans mon histoire de façon très particulière et elle a opéré depuis quelques mois, particulièrement depuis le 7 octobre, un grand comeback. Elle est de retour dans ma vie, pas pour que je la parle davantage, mais en fait, j'arrête pas de me dire que dans ce temps brisé et cassé et endeuillé, tout le monde devrait parler yiddish. Bien entendu, je plaisante, on ne va pas tous se mettre à parler yiddish, ça va remplir les facultés de yiddish du monde, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faudrait trouver aujourd'hui comment un peu reconnaître dans nos mots les cassures, accepter les deuils et les failles que nos mots portent pour commencer à s'écouter autrement. En fait, voilà, peut-être que pour moi, le yiddish, c'est une langue qui se mêle à ma langue la plus naturelle, le français, dans mon inconscient. Et peut-être que accepter qu'on parle plusieurs langues, que nos langages sont brisés. Peut-être que vous êtes mieux placé que n'importe qui pour en témoigner à travers votre émission, mais il y a quelque chose dans la polyphonie, le multilinguisme, qui en fait a une capacité à rendre intelligent, au sens étymologique du terme. C'est quoi l'intelligence? Ça vient en latin de interlegere, la capacité à lire entre. On est intelligent quand on habite plusieurs mondes, quand on peut avoir plusieurs lectures, plusieurs langages, un entre-deux-Mondes, un entre-deux-Langues qui nous rend plus grand. Dieses zwischen den Welten changieren, auch zwischen den Zeilen lesen, ist, glaube ich, auch das, weshalb Humor oft funktioniert. Und eben, Sie haben jetzt gerade gesagt, dieser jüdische Humor, der ist Ihnen auch wichtig. Und ich habe gelesen, oder das ist auch ein eine Umgangsform mit dem Hass, könnte man sagen. Und ich habe gelesen, dass Sie der damaligen französischen Bildungsministerin Najat Vallaud-Belkacem vorgeschlagen haben, den Antisemitismus zu bekämpfen, indem man Kurse anbietet in jüdischem Humor. Ist das Ihr Ernst? Oui, c'était une proposition très sérieuse, mais qui n'a pas été retenue par le ministère. Bon, bien sûr, je plaisantais un peu, mais je crois qu'il y a quelque chose dans l'humour juif qui aujourd'hui peut nous sauver. Dans un temps où il y a tellement de gens qui veulent se raconter leur douleur dans une compétition victimaire, c'est comme ça qu'on l'a appelé ces dernières années. Il y a tellement de gens qui ont du mal avec le second degré, ou pire encore, qui ont du mal avec l'autodérision, la capacité à rire d'eux-mêmes. Eh ben, il y a tout ça dans l'humour juif de façon très forte. En fait, l'humour juif repose sur 3 piliers principaux. Se moquer des mots, c'est-à-dire les jeux de mots, se moquer de soi et se moquer de Dieu et de la religion. Et ces 3 supports, moi j'ai l'impression ces dernières années, devraient être un peu plus sacrés dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'il faudrait être capable d'interroger le langage, de se moquer de nous-mêmes un peu plus,
Et aussi, et on l'a bien vu, à quoi menait ces dernières années, parfois au terrorisme, cette incapacité à se moquer des croyances, à se moquer de Dieu. Moi qui suis française aussi, je suis très attachée à ce devoir d'autodérision de nos religions. Il est nécessaire de protéger les croyants, mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire, moi, de protéger les croyances. Je crois que les croyances, elles ont souvent besoin d'être un peu questionner, et particulièrement en interne dans nos traditions religieuses, être capable d'interroger nos dogmes, de rire de nous-mêmes. Gibt es einen Lieblingswitz von Ihnen? D'une blague juive, hein, vous voulez? Oh, j'en ai tellement. Il y en a une que j'aime particulièrement parce qu'elle combine deux des piliers que je viens de nommer, c'est-à-dire l'autodérision et se moquer de Dieu à la fois. C'est l'histoire d'une maman qui promène son fils le long de la mer et elle le tient par la main. Une mère juive promène son petit, on va l'appeler Moshe, près de la mer, et tout à coup une vague arrive très violente et emporte son petit garçon dans les flots. Donc cette mère est désespérée, elle hurle, elle crie en disant vers Dieu, rendez-moi mon enfant, elle pleure. Et là, il se passe un miracle, une deuxième vague arrive et le petit Moshe arrive entre les mains de sa mère. Donc elle est extrêmement émue, elle pleure, elle embrasse cet enfant, elle est tellement heureuse de retrouver son petit garçon. Et là, elle se tourne vers Dieu et elle dit dis donc, il n'avait pas une casquette. Et je trouve que ce condensé d'humour juif, c'est-à-dire se moquer effectivement du divin et de sa non-intervention dans l'histoire, mais jouer un peu sur les clichés antisémites. Et voilà, on peut en rire. En fait, on peut rire de tout. On l'a dit très souvent, mais on peut pas rire avec n'importe qui. Et je trouve qu'il faut se méfier des gens qui rient de vous, mais qui ne rient pas d'eux-mêmes. C'est un test que tout le monde devrait passer, un test d'humour, être capable de rire de soi. Ja, ich glaube auch, das ist ja eine Form von Kulturtechnik, solcher Humor, weil er wirklich Distanz schaffen kann. Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige beim Humor. Lassen Sie uns noch ein bisschen über das vorherige Buch von Ihnen sprechen, das erschienen ist in Deutsch, mit dem Toten leben, weil Sie als Rabbinerin ja immer wieder Menschen auch begleiten in den Tod und dann jene, die zurückbleiben. Und da stellt sich ja immer wieder auch die Frage, wie spricht man mit diesen Menschen und vor allen Dingen aber auch, welche Beziehung entwickelt man selbst zum Tod als Rabbinerin? C'est intéressant parce que c'est presque la suite de tout ce dont on vient de parler. En fait, ce que m'a appris, moi, l'accompagnement du deuil et le cheminement aux côtés des mourants ou de ceux qui leur survivent, c'est que les mots sont limités. Que, en fait, le propre de la mort, presque ce qui la définit, c'est qu'on ne sait pas en parler. On ne peut pas en parler. Vous l'avez sans doute expérimenté vous-même, ou les gens qui nous regardent en ce moment le savent. Quand on entre dans la maison d'un endeuillé, on ne trouve jamais les mots. On se demande qu'est-ce que je vais pouvoir dire, et souvent on prend la parole, et pardon du terme, on dit des conneries, on dit des bêtises, les meilleurs partent les premiers, c'est mieux ainsi. Et en fait, il y a quelque chose qui raconte notre inconfort avec le langage, mais surtout le fait que on ne peut pas parler de la mort. La seule chose dont on puisse parler, c'est de la vie. Et moi, ce que j'ai appris dans mon accompagnement, encore une fois, dans mon accompagnement des endeuillés ou des mourants, c'est que plus que jamais, quand les gens meurent, il faut s'efforcer de raconter de quoi leur vie fut pleine, ce que fut leur vie. Non pas les raconter comme des super-héros, comme s'ils avaient été des saints ou des gens supérieurs à notre existence humaine en qualité, mais au contraire d'être capable de raconter à quel point ils furent humains, à quel point leur vie fut pleine de rendez-vous réussis et de rendez-vous loupés, fut pleine de grandeur, mais aussi parfois de médiocrité, à quel point notre vie est faite de réussites et d'échecs, être capable de dire la complexité de la vie, la diversité de la vie, raconter le vivant, raconter le lien entre les vivants, raconter la sacralité de la vie qui reste. C'est le cœur de mon travail, et c'est vrai que je suis aidée dans ce travail par la richesse d'une sagesse juive ancestrale qui n'est pas meilleure qu'une autre, mais qui a une expérience particulière avec le deuil. Il se trouve que la tradition juive a eu à traverser bien des tragédies, des deuils, des tunnels noirs dans l'histoire, et a développé une certaine, on va dire, un art de la résilience. Une certaine façon, vous savez, quand les Juifs se réunissent, ils lèvent un verre et ils disent les chaim, à la vie.
Et je crois que cette petite tradition de la rencontre s'exprime dans bien d'autres rites et bien d'autres sagesses juives. Face à la tragédie qui nous frappe, on se pose la question de comment, malgré tout, on va faire gagner la vie. Et donc dans ce livre, qui maintenant a été traduit dans plein de langues et qui a été, ça m'étonne toujours, mais un gigantesque best-seller, c'est intéressant de voir qu'il a transcendé complètement le message juif, et heureusement, pour devenir une sorte de message que j'ai voulu assez universel sur quelles sont les recettes pour malgré tout se relever en honorant la mémoire du mort, mais en chérissant par-dessus tout le message de sa vie. Ich habe mich einfach gefragt, wenn der Tod, das werden Sie bestimmt oft gefragt, oder? Wenn der Tod so präsent ist im eigenen Leben, wie fühlt sich das an, die Begleiterin von Trauer und Trauernden zu sein? Je me pose pas vraiment la question. En fait, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est qu'effectivement, la mort est très présente dans ma vie, dans la mesure où je passe beaucoup de temps dans les cimetières, dans les hôpitaux, dans les hospices. Et beaucoup de mes amis m'ont dit, tu devrais un jour écrire là-dessus, parler de l'influence que ça a sur toi, sur ta vie de femme, sur ta vie de mère. Et ça a été l'origine de ce livre. Je raconte dans le livre que j'ai mis en place dans ma vie des espèces de sas, un peu de décompression. D'une certaine manière, j'officie dans un cimetière et je m'efforce toujours, avant de rentrer chez moi, de m'arrêter dans un musée, un café, un restaurant, m'acheter des vêtements, faire des choses parfois très superficielles, on va dire, pour justement prendre conscience de la façon dont la vie et la mort se tiennent constamment la main dans notre existence. On ne veut pas le voir, on ne veut pas le savoir. La plupart des gens autour de nous dans nos sociétés modernes, techniques, tiennent la mort à distance. S'imaginent que les gens meurent dans les hôpitaux, à des heures de fermeture au public, que nous sommes dans le monde des vivants et qu'il n'y a pas de place pour la mort dans notre vie quotidienne. Mais c'est faux, c'est un mensonge, c'est même un mensonge biologique. Vous voyez, par exemple, là, on se parle depuis, je ne sais pas, une demi-heure, je ne sais pas, un certain nombre de minutes. Si tout va bien et si nous sommes en bonne santé, depuis que notre entretien a commencé, dans votre corps et dans le mien, des processus de mort se sont engagés. Des cellules sont mortes, ou disparaissent, sont attaquées, se suicident. Enfin, le processus de vie, le processus biologique, on le sait, est une composition avec la mort. Pour être en bonne santé, il faut qu'en permanence, la vie et la mort dialoguent en nous. J'explique souvent à mes élèves, même à mes enfants, comment, et ça c'est un résidu de mes études de médecine, comment la main s'est formée. Mais c'est vrai pour plein d'autres parties de notre anatomie. Quand nous sommes dans le ventre de notre mère, nous avons au départ des palmes, ou l'équivalent de palmes. Et toutes ces cellules qui se trouvent entre nos doigts ont dû mourir. En fait, c'est la mort qui sculpte le vivant, qui le constitue. Et je pense que c'est important de s'en rappeler dans une société qui est terrorisée par la mort, que la mort est la condition de notre vie. C'est comme ça que nous sommes venus au monde. Aber das ist ganz spannend, was Sie jetzt erzählen, weil Sie schreiben irgendwo, dass Sie als Kind das Verbot hatten, auf Friedhöfe zu gehen. Ihre Mutter wollte das partout nicht. Oui, parce qu'il y avait là un héritage traumatisé de ce qu'est l'histoire de ma famille, le sentiment que l'ange de la mort, parce que c'est comme ça qu'on le nomme dans la mystique juive, avait trop rôdé autour de nous et qu'il fallait d'une certaine manière s'efforcer de le tenir à distance, précisément parce qu'on savait qu'il était là et qu'il pouvait facilement nous rendre visite. Eh bien, il y avait cette superstition, parce que ce n'est qu'une superstition, ce n'est pas une loi religieuse, d'éviter de mettre les enfants en présence de la mort. Mais tous les enfants savent presque instinctivement que la mort rôde. Moi, je suis toujours fascinée, et maintenant je le vis en tant que mère, je l'ai vécu ces dernières années comme mère de jeunes enfants. Quand les enfants jouent, ils jouent très souvent aux fantômes. En fait, ils jouent à se cacher derrière les rideaux, ils jouent à se cacher dans une armoire, à faire peur. Pourquoi ? Parce que, en fait, ils sont comme conscients naturellement, comme s'ils avaient des antennes ou cette perception que la mort et les résidus du passé, peu importe qu'on soit croyant ou pas, on peut entendre tout ça comme une allégorie, bien sûr, mais que les résidus du passé nous revisitent, qu'il y a autour de nous des fantômes, que les morts ont laissé des traces dans nos vies, dans nos consciences, dans nos mots. Genau, und diese Spuren, die der Tod hinterlässt, den zeigen wir den Toten ja auch, indem wir auf die Gräber gehen, ihnen Blumen dort lassen oder eben auf den jüdischen Friedhöfen nicht Blumen, sondern solche kleine Kieselsteine, was ich unheimlich schön finde, diese jüdische Tradition. Genau eben mit einer solchen Überlegung, oder?
Oui, dans la tradition juive, on pose plutôt des cailloux sur les tombes pour plusieurs raisons. D'abord parce que les fleurs, ça fane, alors que le caillou solide reste. Et donc, ça raconte que le souvenir du disparu est comme pétrifié dans nos mémoires, est comme solidement installé et ne va pas vivre une érosion, ne va pas faner trop vite, durera dans nos consciences. Et puis, il y a beaucoup d'autres significations, dont une que j'aime beaucoup, qui est un jeu de mots, mais ça ne va pas vous étonner, puisque dans la tradition juive, on joue beaucoup avec les mots. Il se trouve qu'en hébreu, le mot caillou ou pierre se dit even, et c'est un mot valise. C'est une agrégation de deux mots, av et ben, qui veut dire les parents et les enfants. En fait, un caillou, ça se dit en hébreu parent-enfant. Et quand on pose une pierre sur une tombe, c'est comme si on disait à la personne qui y repose, je m'inscris dans ta descendance, je suis comme un de tes enfants, je m'inscris dans la filiation et dans l'héritage de ce que tu as laissé dans ce monde. Ja. Wir sind schon fast am Ende dieses Gespräches. Etwas würde mich zum Schluss noch interessieren. Sie kommen aus zwei ganz unterschiedlichen Familiengeschichten. Die eine ist, dass Sie ein Nachkomme sind von Überlebenden der Shoah. Auf der anderen Seite der Familie wurden die Menschen gerettet. Und da haben Sie sozusagen das positive Menschenbild, dass der Mensch empathisch sein kann. Auf der anderen Seite das Bild eben, dass der Mensch jedes Mal von Neuem dasselbe lernen muss, dass die alten Fehler begangen werden, die alten Feindbilder bestätigt. Was ist es für Sie, dass Sie in Ihrer Identität am meisten spüren? Wie gehen Sie mit diesen beiden Herzen in der Brust um? J'ai une conscience très forte d'avoir grandi entre des mondes et entre des récits qui ne seraient pas réconciliables, que je ne parviendrai pas à les réconcilier. L'histoire de ma famille paternelle est une histoire de confiance et d'installation, et l'histoire de ma famille maternelle est une histoire d'arrachement et de méfiance nécessaire à l'égard des autres qui avaient démontré leur non-fiabilité. Et j'ai senti très jeune que je devrais naviguer entre ces récits. Quand j'en parle à beaucoup de gens autour de moi et que je creuse cette idée avec eux, je me rends compte que c'est le cas de pratiquement tout le monde. Pas exactement dans des récits similaires à ceux de ma famille, mais beaucoup d'entre nous ont grandi à l'ombre d'histoires non conciliables et ont parfois fait taire une de ces histoires de leur héritage pour en faire résonner une autre. Je reviens sur le mot d'intelligence que j'utilisais tout à l'heure. L'intelligence, c'est la capacité à habiter entre des mondes. Et quand on y réfléchit bien, on arrive souvent à la conclusion que ce qui nous a fait le plus grandir dans notre vie, ce n'est pas d'habiter un univers stable, mais c'est d'accepter qu'il y avait de la dissonance dans le monde dans lequel on a grandi. Cette dissonance, c'est-à-dire ces voix contraires qui bousculent ma conscience en permanence, depuis plusieurs mois, hurlent particulièrement fort et je ne peux pas les faire taire. J'entends l'héritage d'une partie de ma famille et je veux y rester fidèle. Je resterai quelqu'un qui construit des ponts et qui croit en l'autre et qui veut faire confiance. Parce que c'est une conviction philosophique profonde chez moi. Mais je ne peux pas ne pas entendre ces autres voix. Et je leur dois aussi quelque chose à ces autres voix qui m'ont construite. Et je dois me demander comment je fais pour qu'elles ne prennent pas toute la place, ces voix du désespoir et de l'arrachement et du deuil. Mais elles sont là, en moi, et je ne pourrais pas les faire taire. La seule question que je dois me poser, c'est quelle traduction elles vont opérer dans ma vie, quelle personne je deviendrai demain parce qu'elles parlent si fort dans ma tête, comment je m'assure pour que la personne que je serai demain ne laisse pas ses voix prendre toute la place. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Delphine Orvilleur. Merci à vous. Ja, wie finden wir in überhitzten Zeiten wieder zueinander? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mehr über Sterben und Tod erfahren wollt, hier drüben habe ich mit dem Zen-Meister Muonöke gesprochen. Und hier geht es zu einer Sendung zum Nahostkonflikt. Bis zum nächsten Mal.